Du coup, avec Ludovic hein, de Gentle IT, on fait des petits meet-up pour dégrossir certains sujets comme SRE, l'observabilité, etc., etc. hein. Et on va essayer de se voir à peu près tous les mois sur une petite heure et puis discuter de certains sujets. On a déjà eu la fois dernière SRE en 2 mots, là c'est l'observabilité. On verra le prochain, ça sera peut-être l'ingénierie du chaos ou comment comparer ITIL à SRE, etc. On pourra voir différents sujets. On verra lequel sera le prochain. Si vous, vous en avez, à la rigueur, vous pouvez proposer, puis on verra dans quelle mesure on pourrait en discuter. hein. J'avais déjà fait des ITIL versus DevOps, DevOps versus SRE, des sujets, on discute de ça pendant une petite heure, quoi, pour voir un peu les différences ou la complémentarité. Voilà. Et d'autres sujets qui pourraient être intéressants, dont on pourrait peut-être répondre. Mettez-les, on ne sait jamais, dans les conversations, ça pourrait être utile. Comme ça, on verra vers quoi aller. Quoi. Voilà. Bon. Alors, pourquoi l'observabilité? Moi, de mon côté, sérieusement, quand je suis sorti de l'école, je voulais faire de la supervision à l'époque. Et du coup, cette supervision, ben, j'ai pas pu le faire réellement. Je suis tombé dans une boîte où je suis devenu développeur, codeur et tout. Puis je me suis éloigné de ça. Quoi. Mais après, plus j'utilisais, on va dire, les services, l'exploitation, ben, je suis retombé un peu dedans, en fait, la supervision. Puis je me disais que au plus je travaillais sur la supervision, en tant que développeur, au moins on m'embêtait. Parce que vous voyez, les opérationnels qui ont plein de problèmes partout, des incidents, ça marche jamais, il faut qu'embêter les développeurs. Ben, moi, de mon côté, pour ne pas être embêté par ces gens-là, ben, je faisais des trucs qui marchent. Et pour savoir si ça marche, ben, on mettait en place une observabilité. Ça va? Bon, je ne savais pas le nom, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais ces choses-là, c'est des choses qu'on mettait déjà en place déjà un petit moment, quoi, en fait. Voilà. Du coup, on va essayer de discuter de ça. Voilà, parce que l'observabilité, le monitoring, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le monde DevOps. Du coup, on va parler de ça. Du coup, est-ce que chez vous, votre supervision, c'est souvent le fait de détecter des trucs qui cassent? Boum! Puis dès que ça casse, c'est la crise, la panique, le mode pompier, il y a le feu, et vous êtes en mode réaction, et c'est le drame, etc. On fait tout à l'arrache, tout le temps, tout le temps. Ou on va voir que l'observabilité, c'est comme une supervision, excusez-moi du buzzword en ce moment, avec un petit truc en plus, voilà. Ben, on va voir que l'observabilité, c'est pas juste une supervision, quoi. On va voir que c'est quelque chose qui peut nous amener vers des solutions extrêmement performantes et extrêmement à la mode, AIOps, etc., vers de l'autoremédiation, etc., savoir ce qui se passe, mais les différentes couches. Ça peut aider les product owners, ça peut aider les opérationnels, mais même les développeurs et les testeurs. On verra que tout le monde a un intérêt à y gagner. On va essayer d'en discuter un petit peu. Quoi. Voilà. Alors, déjà, on va commencer en 3 parties, en fait. Ouais. Enfin, on va diffuser ce truc-là en 4 parties. Quel est le problème avec la supervision traditionnelle, ce qu'on rencontre souvent? Puis on va voir aussi pourquoi, justement, en complétant un peu ce problème, en fait, pourquoi on va faire de l'observabilité. Ensuite, on va essayer de définir, mais c'est quoi exactement cette observabilité? Puis après, on va essayer de voir comment on peut faire des aspects un peu plus techniques. Alors, ça ne sera pas de la grosse technique, on va voir quelques noms d'outils, mais on ne va pas forcément aller trop dans les outils, ce n'est pas forcément le gros intérêt. Quoi. Voilà. Mais au moins, juste de comprendre c'est quoi l'observabilité de manière assez holistique, globale. Quoi. Voilà. Alors, un problème avec la supervision traditionnelle. Déjà, quand vous avez une voiture, est-ce que c'est important d'avoir des voyants, superviser ce qui se passe dans la voiture, etc. Quoi. Et ce qu'on dit souvent, c'est que les voitures sont souvent plus pertinentes au niveau monitoring que les applications qui sont développées ou des systèmes qui sont chez vous. Quand ça crache, on ne sait pas, c'est l'utilisateur qui appelle. Tu t'aperçois, tu ne sais pas ce qu'il y a. Puis c'est souvent, ça marche et tout d'un coup, boum, ça marche plus, c'est l'incendie. Il n'y a pas de truc entre les deux, ou il y a quelques pseudo-alertes, mais il y a des pages et des pages d'alerte. La voiture est souvent plus intelligente que votre code. C'est fou, le code de vos développeurs, je ne sais pas si chez vous c'est le même. Il y a plein de voyants. Mais qu'est-ce qui se passerait si dans la voiture, il n'y avait pas de voyants? Comment on saurait qu'elle marche? Comment on sait qu'il y a encore de l'essence? Puis la voiture, elle se dit, tiens, attention, il n'y a plus d'huile, le pneu est dégonflé, etc. C'est une manière de nous prévenir. Elle externalise son état. Du coup, la voiture, c'est une manière de faire d'une certaine observabilité. Quand il y a un truc qui ne va pas, elle te dit, tiens, j'ai un problème avec ma roue. Bon, limité quand même, ça ne peut pas aller très loin, mais il y a quand même des choses qui peuvent vous aider et souvent, il y a déjà du monitoring sur les voitures et si vous n'en aviez pas, vous seriez souvent en panne en fait. Voilà.
Et quand on a des services informatiques, on s'engage sur des niveaux de service, le SLO hein, là-dessus, les objectifs sur niveau de service, et est-ce qu'on les respecte? Mais sans monitoring, comment on saurait qu'on respecte nos engagements? Du coup, ben, il y en a qui actuellement n'ont pas trop de monitoring, et puis les SLO et SLA, ben, comme on ne monitore pas, ben, c'est qu'ils sont bons si le client n'est pas content, s'il ne crie pas trop. C'est pas très professionnel de travailler comme ça. Et beaucoup de boîtes françaises sont encore comme ça. Hein. Bon, j'en ai vu, je suis avec quelques personnes depuis quelques jours en session formation SRE. Il y en a qui sont quand même déjà pas mal, qui ont ces engagements, mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Hein, c'est vraiment dû à l'arrache. Hein, voilà. Bon, après, je ne sais pas si tout le monde c'est le cas ici, mais voilà. Alors, qui détecte les incidents chez vous? L'utilisateur qui se dit putain encore un incident ou plutôt votre monitoring. Et quand ça arrive, ah, c'est le drame là-dessus. Où vous en êtes? Est-ce que vous êtes conscient que votre système, parfois, il y a le feu dedans, mais il y a des alertes normales. Ça vous parle? Est-ce que vous êtes aware, comme Jean-Claude, hein, de ce qui se passe? Quand il y a plein d'alertes, par exemple, regardez, votre monitoring, c'est souvent votre IT, une boîte noire, il y a plein d'alertes, de notifications dans tous les sens qui remontent. Puis les gens, vous avez peut-être déjà entendu, ça c'est des erreurs normales. Bon non, ça va bien, ça, on en a plein, toujours des pages d'alerte, etc. Mais de l'autre côté, on a quoi? C'est un utilisateur derrière. L'utilisateur qui appelle, ça marche pas, boum, bouton incendie, il appelle le centre de service et là il y a un incident, quoi, en fait. Voilà. Mais souvent, on a un peu cette notion-là. L'opérationnel, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière une notification. Il y a une notification qui dit CPU usage, la mémoire, la taille de la queue, etc. Il y a plein de trucs qui ne sont pas forcément super bien complets, si vous voulez. Et l'opérationnel, il y a une alerte, ouais, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, peut-être c'est un utilisateur qui fait une commande, ben, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire ses commandes, peut-être que c'est un médecin qui veut accéder à des fichiers médicaux pour une opération, et si ça ne marche pas, ah bah, il y a peut-être des morts. Du coup, derrière certains incidents, notifications, il peut avoir des impacts très graves, mais l'opérationnel n'en a souvent aucune idée, il ne sait pas ce qu'il y a derrière, quoi, en fait, si vous voulez. Du coup, le mode boîte noire, l'opérationnel, bon, on voit qu'il y a des gens qui arrivent. Hein. Bonjour à tout le monde. Hein. Voilà. On a un petit peu commencé, mais on est encore dans la présentation. On disait que, justement, il y a des erreurs normales pour les opérationnels, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, si c'est important ou grave ou pas. Pour lui, c'est une alerte. Puis tant que ça ne gueule pas, qu'il n'y a pas d'escalade, c'est que bon, ça que ça doit aller, parce qu'il y en a tellement de pages d'alerte sur vos outils de monitoring que une page ou deux de plus, c'est pas très grave. Hein. Tant que ça ne gueule pas, ça va. Et souvent, ben, qui est-ce qui gueule? C'est l'utilisateur qui appelle le centre de service. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bam! Ça y est, c'est le bordel, la panique. Incident majeur, c'est le bordel, les pompiers, etc. Et là, ça réagit, ça court partout. Mais là, c'est les gens qui parlent, c'est le bordel, on a une cellule de crise, on ne sait pas communiquer, incident majeur, qui, comment, etc. On se fait déranger toutes 30 secondes, c'est le bordel, on n'a jamais été entraîné à ça. Et en plus, on ne sait même pas pourquoi ça casse. On s'arrache les cheveux, essaie de trouver ça dans les logs, qu'est-ce qui se passe, quel truc a pété. C'est le bordel, on ne sait vraiment pas trop où ça en est, quoi, en fait. Voilà. Et du coup, on met du temps pour réparer. Ça, c'est souvent une situation qui arrive, enfin voilà, ça arrive fréquemment. Ou bien, il y a une autre solution. Au lieu de vivre ce monitoring à l'ancienne, on pourrait avoir cette notion, à un moment, ben, l'observabilité. L'observabilité, au lieu d'avoir cette panique, de ne pas savoir les alertes à quoi elles servent, elles sont où, liées à qui on l'envoie, etc., on va transformer cette fameuse boîte noire en boîte blanche pour pouvoir un peu voir ce qui se passe dedans, voire même prédire dans le futur ce qui se passera. On va voir que l'observabilité, ce n'est pas juste supervision plus, c'est vraiment, en gros, hein, comment comprendre ce que fait votre système d'information. Alors j'espère que vous ne vivez pas trop de ces gros problèmes, en tout cas, hein, du monitoring traditionnel et que vous avez déjà des choses qui sont déjà un peu mieux. Sinon, vous allez voir que ça va vous aider quand même l'observabilité. Hein. Voilà. Et même ceux qui ont un monitoring qui est un peu mieux, on verra qu'il y a un moyen d'obtenir vraiment beaucoup, beaucoup de choses via l'observabilité. Alors maintenant, on va voir pourquoi on a besoin de l'observabilité. On a des systèmes qui sont de plus en plus complexes. On a des services qui étaient avant des grosses applications centralisées, mais maintenant, on a plutôt un web service derrière, puis derrière, il y a plein de microservices, boum, 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 des applications front office, back, plein de bases de données, plein de trucs dans tous les sens, en fait. Et derrière ton microservice, il n'y a pas qu'une seule instance. On a une ferme d'images Docker, Kubernetes, on a plein de choses derrière, et il y en a plein derrière. Il y a plein de routeurs, plein de trucs qui peuvent péter, il y a de l'appli, du réseau, etc.
Et c'est extrêmement complexe. Et ils sont tous interconnectés et interdépendants. Mais quand il y en a un qui pète, quel est l'impact sur l'autre? On ne sait pas, en fait, retrouver ce truc-là, et il y en a de plus en plus. On avait quelques applis à monitorer, mais maintenant, on a des choses qui sont dans le monitoring classique. On déclarait un nouveau serveur, on l'enlevait du monitoring. Là, on a des serveurs qui sont créés à la demande. On a ce auto-scaling, par exemple. On a des serveurs qui sont élastiques. Du coup, quand on a une seule instance, puis on a plus d'utilisateurs, on va créer une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais du coup, quand on crée les différentes nouvelles instances, on ne va pas les créer notre monitoring à chaque fois, surtout que leur durée de vie est très éphémère, ne va pas durer longtemps. Du coup, d'une certaine manière, il faut que ce soit un peu dynamique. L'observabilité va nous aider là-dessus, dans le sens où quand on va créer une nouvelle instance, c'est elle-même qui va s'auto-déclarer et qui va envoyer ses données au monitoring. On verra ça après, c'est ce qui s'appelle la télémétrie en fait. Voilà. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir une plus grande mise à l'échelle, enfin une mise à l'échelle plus facile de ce qu'il y a derrière, quoi, en fait. Voilà. Du coup, assez intéressant. On a des systèmes complexes, comme on disait, des microservices, mais on ne sait pas quand il y a un microservice d'une application plante, quel est l'impact pour le métier. Est-ce que c'est grave? Comment c'est prioritaire ou pas? On n'en a aucune idée avec le monitoring classique. On verra que grâce justement à des éléments de l'observabilité, on va pouvoir comprendre un peu ce qui se passe derrière chacune des transactions que vous faites dans votre système d'information. Arriverons plus bas, on verra un peu. Mais on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'y passe. Bon, on a des choses du coup élastiques, complexes et éphémères. Du coup, le monitoring traditionnel, on a déclaré tout ce qu'on veut superviser, etc. C'est trop long, c'est chiant à mettre à jour. On va essayer d'automatiser un peu cet élément-là. Voilà. En plus, la supervision, c'est fait par juste les ops, et puis chacun, dans son coin, va mettre en place certains trucs à superviser ou quoi, mais à aucun moment, on arrive à voir la corrélation qu'il y a entre l'application, le métier et l'infra. Et comme on a des silos organisationnels avec des gens qui seraient, par exemple, ici, regardez, moi je suis du business, du métier, il y a des devs et des ops, par exemple, dans des silos, et chacun fait ses trucs dans son coin. Les devs, ils ont fait la pseudo-truc de ce qu'il fallait monitorer, et encore, on ne sait pas trop s'ils ont mis des trucs. Ils se disent, tiens, de toute manière, c'est le métier des opérationnels, ils jettent leur code et démerdent-toi avec ça. Et souvent, ça ne va pas plus loin. Bon, ça dépend, je suis vraiment un peu extrême, mais il y a des endroits où les devs s'en foutent totalement de ce qui se passe côté Ops, etc. Et ils les laissent se débrouiller totalement. Alors que, via l'observabilité, on va voir aussi que ça va nécessiter, pour que ce soit réellement efficace, de faire une collaboration entre le métier, les devs et les Ops, de pouvoir un peu briser, casser ces silos, parce que c'est un peu des pratiques qu'on a développées avec DevOps et CRE qui impliquent aussi un peu ce casser de silos. Alors, casser de silos, attention, c'est au moins ouvrir des brèches de collaboration entre les différents silos, voilà, mais pour être spécialiste d'une certaine valeur, si vous voulez. Voilà. Zut. Pour avoir une certaine valeur, on va être orienté sur une valeur client et on va tous essayer d'être alignés sur ces mêmes objectifs. Et du coup, si les gens qui travaillent là-dedans arrivent à collaborer ensemble, ce sera plus simple de savoir ce qu'il faut monitorer et pourquoi. Et tout ça, on verra après pourquoi c'est important que les gens collaborent ensemble et on verra que ça se fait dès les débuts. Ça sera là où ça sera le plus efficace. On verra pourquoi. Alors, du coup, on a des systèmes complexes. C'est pour ça qu'on va aller vers SRE, parce qu'on a des serveurs éphémères, complexes, etc. Et on n'a pas envie de monitorer que de l'infra. On va monitorer de l'appli, mais pas que. On est là pour monitorer le métier. Et quand on va monitorer le métier, on va voir si l'impact sur une infra a un impact sur le métier, et de manière bidirectionnelle, etc. Essayer de comprendre ces éléments-là. L'observabilité va nous aider à aller vers ça. Alors, un autre point, réduire le coût des incidents. Les incidents sont galères pour les opérationnels parce que ça coûte cher pour le réparer. Ouais. Mais ça coûte encore plus cher pour le business, le métier. Pendant ce temps-là, il ne gagne pas d'argent. Il perd des choses, voire même, on peut avoir des morts, on peut avoir des accidents extrêmement graves, etc. Du coup, l'idée, c'est que quand il y a un incident, on essaie d'en réduire son coût, voire faire qu'il soit réparé le plus vite, voire même d'éviter qu'il y ait un incident. C'est un peu l'idée qu'il n'y ait pas d'incident du tout. Voilà, comme ça, on ne perd pas d'argent. Du coup, grâce à cette observabilité, on va avoir une détection précoce des incidents. On va améliorer, par exemple, une certaine métrique qui est le mean time to detect, le temps moyen pour détecter un incident.
Ben, on va essayer de l'améliorer. Pourquoi? Au plus tôt on détecte un incident, au plus vite on va le corriger. Et c'est souvent, la plupart du temps, c'est l'utilisateur qui détecte l'incident et qui appelle. Ça, c'est déjà trop tard, en fait. On aimerait déjà détecter avant l'utilisateur, primo. On veut aussi que quand il y a un incident, une alerte qui arrive, qu'il y ait un meilleur diagnostic, plus d'informations sur ce qui se passe. Parce qu'actuellement, on dit ça marche pas, il y a un truc qui va pas. Ah, le gars, il s'arrache les cheveux, il va dans les logs, il essaye de comprendre ce qu'il y a, et puis il y a des logs partout qui sont remplis d'exceptions Java toutes pourries, qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce qui a été fait, ils ne sont pas centralisés tout le temps, les logs, c'est le bordel pour s'y retrouver, et c'est très long pour aller jusqu'à la réparation. Du coup, ça coûte de plus en plus cher. Bon, voilà. Du coup, l'observabilité va éviter d'aller vers ça, mais va nous aider, si vous voulez, à retrouver la cause d'origine plus facilement. Quand il y a une alerte, ça va nous faire certaines corrélations et nous dire, tiens, il y a des chances que s'il y a cette erreur-là, ça vient de ce truc-là. Ah, ok. Ça va permettre de répondre plus vite et de réparer plus vite les choses. L'escalade automatique vers la bonne équipe. Est-ce que vous n'avez pas des problématiques de direction de tickets? On a un incident, boum, puis c'est pas moi, c'est toi, ping-pong, c'est la base de données, mais c'est ton serveur, mais non, c'est toi qui es pourri, mais c'est l'autre, etc. Et on s'envoie la balle un peu partout, etc. Ça fait perdre du temps à tout le monde pour dire c'est pas à moi, c'est à l'autre, etc. Et en plus, le client, pendant ce temps-là, lui, c'est pas réparé, quoi. Du coup, l'impact client est toujours là et ça lui coûte de l'argent, d'une certaine manière, où il ne gagne pas d'argent via ça, où il y a toujours des morts, pour voir comment on est, quel est l'impact de vos incidents chez vous, quoi. Et du coup, l'idée, c'est de l'observabilité, c'est de pouvoir rediriger vers la bonne équipe plus facilement, mais également d'avoir des mécanismes d'auto-réparation. Voilà, de pouvoir aller vers ça. Vu qu'on sait ce qui se passe, en fait, on sait quel est l'impact, où ça s'est passé, on sait le réparer éventuellement. Le but du monitoring, c'est de pouvoir en fait avoir un événement. L'événement, c'est ce qui déclenche un processus, et on pourrait avoir un événement qui détecte une erreur, qui sait quel est le processus qui permet de réparer ça de manière automatique. On pourrait avoir un mécanisme d'auto-réparation détecté directement par le monitoring. Quand on parle de DevOps et de l'automatisation, il n'y a pas que le CI/CD en fait. Il y a aussi l'automatisation de la production. Et pour automatiser la production, c'est la bonne gestion des événements. Parce que les processus sont déclenchés par des événements. Soit les applications s'appellent entre elles, soit quand ça ne marche pas pour l'auto-réparation ou la gestion de l'exploitation, on va détecter qu'il y a par exemple un événement, on a trop d'utilisateurs à un moment, le serveur commence à saturer. Événement, hop, auto-scaling, on rajoute une étape ou un serveur, etc. Il y a moins d'utilisateurs, la mémoire est moins utilisée, détection d'un événement, on peut descendre le nombre de serveurs. On va pouvoir automatiser la prod grâce à des bons événements. Du coup, cette observabilité va nous aider également un peu à ça aussi. Du coup, réduire le coût des incidents. Par exemple, quand on a trop d'utilisateurs, ça sature, éventuellement, les gens ils ont des incidents parce que ça ne marche plus. On a des fameuses erreurs 500, par exemple. Vous avez déjà vu, je pense, des erreurs 500. Du coup, on est là aussi pour optimiser les performances. Pourquoi? Les utilisateurs détestent d'avoir des applications qui sont lentes, c'est chiant. On appuie sur le bouton, c'est long à arriver, on appuie, il faut des boutons anti-stress, il faut que ça s'affiche assez rapidement. Puis quand on a quelque chose qui s'affiche comme ça, qui met un temps de fou, de chargement, etc., c'est de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Parce qu'actuellement, quand il y a un problème de perf, on va dire c'est ton serveur qui n'est pas bon, etc. Mais ce n'est pas forcément ça. Puis aussi, maintenant, il y a tellement de microservices, c'est quel serveur qui est lent, quel microservice, quelle requête qui a été faite derrière. Et actuellement, on n'est pas trop capable de pouvoir déterminer tout ça. L'observabilité, justement, va nous permettre de comprendre où se situe le problème de performance et de pouvoir aller le corriger plus dans les détails. On verra un peu les techniques après. Mais en gros, c'est un des objectifs aussi, d'améliorer les performances pour le client. Pourquoi? Pour améliorer son expérience utilisateur, son expérience client. On veut un truc qui marche et de manière fiable. Vous mettez une demi-heure à remplir un formulaire, vous avez envie que vous appuyez sur le bouton, que ça marche et que vous n'avez pas une erreur 500, un truc pourri, quoi. Voilà. Sinon, après, on n'a pas confiance au système, etc. Et c'est un gros souci. Les systèmes qui sont là, lents aussi, pour certaines boîtes, alors comme Amazon, Walmart, etc., plus les pages sont lentes pour être chargées, plus les gens, en fait, ont tendance à réfléchir et ils ont remarqué que quand les pages s'affichent plus lentement, le taux de conversion est plus faible. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas jusqu'au bout de la vente. Les gens, ils ont le temps de réfléchir, dire « non, j'en avais pas besoin ».
Voilà. Bah, du coup, plus ça va vite, et ben, plus les gens ont une bonne expérience et vont jusqu'au bout de la vente. Bon, il y a ce type de choses aussi. Slow is the new down, c'est-à-dire que pour beaucoup de boîtes, des choses lentes, c'est des incidents majeurs. Par exemple, imaginez, les caisses dans des magasins le samedi. Par exemple, où on est à fond la forme, des choses comme ça, hein, quand il y a les autocaisses ou quoi, quand c'est plus lent, au lieu de répondre en 1 seconde, ça répond en 3 ou 4, ben, ça fait des files d'attente de malades. Les gens, ils achètent pas, ils se barrent du magasin. Voilà, ça peut avoir ce type d'impact aussi. On a aussi une meilleure performance, du coup, l'auto-scaling. On rajoute ou on enlève des serveurs juste en fonction de l'utilisation pour qu'on soit toujours performant comme il faut, mais jamais consommer trop de ressources. Du coup, ça permet de faire également des économies, si vous voulez. On verra aussi qu'on aura une meilleure collaboration parce qu'on va faire moins de ping-pong. On saura d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on aura aussi une meilleure performance opérationnelle parce qu'on saura aussi détecter plus facilement les alertes qui sont urgente, importante, via le bruit. Je ne sais pas combien de bruit vous avez en pourcentage chez vous, mais il y en a qui ont quand même des pages et des pages de choses inutiles, et parfois là-dedans, il y en a un ou deux d'utiles. À vous de voir, je ne sais pas combien vous en avez, quoi. Voilà, supprimer le bruit de fond. Et on va être plus performant, pourquoi? On va mesurer la performance du business, parce que ce qu'on veut, c'est avoir un business performant, un client qui gagne de l'argent, mesurer la valeur qu'on va leur fournir, si vous voulez. Du coup, on va avoir une corrélation entre la performance business et applicative et infra. C'est bien joli d'avoir une infra et une appli qui est super performante, mais si le métier n'atteint pas ses objectifs, ça ne sert à rien. On apporte des nouveautés en production pour que le métier soit plus efficace. On va monitorer quand on met en prod, est-ce que le métier est plus performant? Mais aussi l'appli et l'infra. Et tout est un peu lié les uns aux autres, en fait, hein. Mais ce qui compte, c'est le business. Mais du coup, c'est un des choses qu'on ne monitore pas réellement en temps réel. C'est quand même dommage. C'est le plus important pour le product owner ou le service owner ou vos chefs de projet, hein, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, ou le business owner carrément de votre client, quoi. On va monitorer en temps réel, éventuellement suite à une mise en production, qu'est-ce que vous avez mis dedans. Ça, c'est des choses comme ça qu'on pourrait avoir avec l'observabilité. Mais également aussi d'avoir de la proactivité. Le but aussi de l'observabilité, c'est de pouvoir détecter les causes avant les effets. Ah, c'est quand même mieux on se dit, tiens, il y a l'effet, on va monitorer l'effet. Mais si on monitorait la cause qui génère cet effet et qu'on est alerté quand il y a la cause ou là où les causes qui génèrent cet effet, c'est-à-dire cet incident, arrivent, bah, on va peut-être détecter l'incident avant même qu'il ne se produise. On a les causes qui vont générer l'incident, du coup, bah, on va peut-être éviter que l'incident ne se produise. Du coup, bah, on va avoir un moment, dès que les conditions sont là pour avoir l'incident, on va peut-être réagir avant que l'incident ne se produise. Comme ça, l'utilisateur n'a aucune perturbation, aucun défaut au niveau de l'atteinte de vos SLO, objectifs de niveau de service. Voilà. Bon, on a aussi proactivité, l'autoscaling. On scale, bon, je me répète là-dessus, mais de manière automatique, avant qu'il y ait trop de saturation ou de lenteur sur le serveur. On avait vu que les lenteurs sur le serveur, ce n'est pas génial pour les utilisateurs. Du coup, on va essayer d'avoir des choses qui soient toujours fluides pour eux. Voilà. Mais également, toutes ces bonnes données vont nous aider pour aller vers AIOps, en fait. Du coup, les niveaux avancés d'AIOps, enfin de l'observabilité, c'est d'aller vers AIOps. AIOps, c'est comment on va faire pour automatiser pas mal de choses en exploitation. Automatiser l'auto-réparation, voire faire des prédictions de ce qui va se passer, faire des études de cas, comprendre un peu différentes choses, aider aux bases de connaissances, se baser sur les incidents qu'il y a déjà eu et se dire tiens, ben là, ça ressemble à des trucs qu'on a déjà eu, du coup, ben, on va faire l'autocorrection, l'auto-alerting, etc. Plein de petites choses extrêmement intéressantes. Faire aussi un meet-up sur IOPS, hein, ça mériterait facilement 1 heure, hein, tranquillement, pour dégrossir ce que c'est, quoi, voilà. Mais bon, on entend souvent ce mot-là en ce moment, si on veut avoir de l'intelligence artificielle en production, il faut avoir des bonnes données. L'observabilité est un point de passage crucial pour les avoir. On va voir. Puis, d'une certaine manière, comme je le disais, proactivité, on détaille quelque chose, un événement, pour automatiser quelque chose, on va dire, hein, le but aussi de l'observabilité, ça sera de pouvoir automatiser la production, voilà, pour les processus automatisés. Voilà pourquoi on va aller vers, en général, l'observabilité. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des petites questions peut-être? Non? Oui.
Je vais autoriser les micros pour ceux qui veulent. Voilà. Bon, sinon, vous pouvez mettre dans le chat si vous avez une question. S'il y en a une qui vous arrive de questions d'ici là, n'hésitez pas. J'y répondrai a posteriori, il n'y a pas de problème. Bon. Si c'est clair, je continue. Alors maintenant, on va se dire, c'est quoi exactement l'observabilité et comment on va faire pour obtenir ça, en fait. Alors, c'est quoi? Le but, voilà, on va essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire. Parce que quand on observe les choses, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Les opérationnels, ils ont une application web, ils vont se connecter, par exemple, à la page d'accueil. Si la page d'accueil répond, c'est que ça va. C'est pas suffisant, on ne sait pas ce qui s'y passe derrière, on va dire, c'est une boîte noire, il y a plein d'autres choses derrière, ils se connectent à une base de données, un file system, un web service, puis peut-être encore plein d'autres petits composants que vous avez chez vous, et du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. Parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir plein de sous-systèmes, des choses à appeler à droite, à gauche, plein de process, il fait plein de choses, quoi. Alors, l'idée de ce truc-là, c'est qu'on va utiliser un peu la technique boîte noire, mais c'est l'application elle-même qui va externaliser son état depuis l'extérieur. C'est-à-dire que quand on va faire une requête, par exemple, un utilisateur va venir se connecter ici, tac, d'une certaine manière, dans les sorties externes ici, on va dire, tiens, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. On va envoyer ça dans les sorties extérieures. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui se passe à l'intérieur, si vous voulez, de cette boîte noire, on va l'externaliser. Comme un peu des logs, si vous voulez. Il va dire un peu ce qui se passe. Et après, on va dire, moi, j'ai fait telle chose, j'ai reçu une réponse de tel élément, puis j'externalise ça vers mes sorties extérieures. Voilà. On externalise ce qui se passe à l'intérieur. Je me rappelle même à un moment, c'est très très vieux, j'étais en mission dans une grande boîte connue de télécom, où en fait, j'étais côté dev, si vous voulez, et dès qu'il y avait des soucis, on devait essayer d'expliquer pourquoi ça n'allait pas, qu'est-ce qui n'allait pas et tout. Du coup, pour se simplifier la vie, ça c'était début des années 2000 en fait. Et on se disait, on va créer une page de supervision qui va externaliser ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, j'appelle Applien. Hey Applien, comment tu vas? Alors du coup, l'Applien se connectait à un file system. Moi, Applien, déjà, moi, je vais bien, et puis mon file system, je vais vérifier, il marche bien. File system, il est bon, il est bon. Web service, mon web service, il est bon. Base de données, la base de données est bonne. Voilà. Du coup, on externalise son état. Et quand il y a un souci, ça permet au monitoring de comprendre est-ce que lui va bien, mais ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va mal. Et du coup, s'il y a un truc qui va mal, on remontait comme un code d'erreur, et en fonction du code d'erreur, boum, il déclenchait un processus pour auto-réparer. Du coup, ça, c'est du bon sens d'une certaine manière. Mais pourquoi il y en a qui ne le font toujours pas? C'est une manière de faire un peu comme une observabilité, chacun des éléments, externaliser son état. Ça marchait bien, cette manière de faire à l'époque, parce que il n'y avait pas encore trop de web services, de microservices, etc. Il n'y avait pas encore d'éléments, ça passait. Mais au fil du temps, c'est passé à l'échelle. Du coup, cette solution-là, qu'avoir chacun des éléments remonte son état, c'est bien, mais pas suffisant. Du coup, l'observabilité va un petit peu plus loin encore. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir utiliser une centralisation un peu de toutes ces informations pour pouvoir les corréler. Parce qu'on a plein de systèmes différents du métier. Il se passe des choses quand on utilise les applications métier, il se passe des choses côté métier, il se passe des choses sur les applications et sur l'infra. On va reprendre toutes ces données qu'on va centraliser quelque part. Cette notion, ça s'appelle la télémétrie. La télémétrie, alors, pour ceux qui connaissent peut-être, je pense qu'ici tout le monde connaît, je ne suis pas sûr, mais par exemple, c'est Elasticsearch, Splunk, si vous voulez, très rapidement. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments, on va collecter des choses qui arrivent de plein de serveurs différents, plein de données, qu'on va mettre dans une grosse base de données, comme un data lake, par exemple, etc., qu'on va pouvoir analyser par la suite. Voilà, en gros, l'élément. On externalise toutes les données de ce qui se passe dans plein d'endroits différents, on les met au même endroit, puis on essaie de voir comment tout ça est interconnecté avec les autres. Voilà. Bon. Quand on a des données brutes, c'est pas trop génial. Voilà. Et on verra quel type de données on doit avoir pour que ce soit efficace d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on doit avoir ce fameux MELT. On doit avoir des mesures, des temps de réponse, des pourcentages, etc. Des choses qu'on peut avoir, par exemple des KPI, le nombre de requêtes par jour, le nombre d'utilisateurs, le taux d'utilisation d'une queue, des mesures normales qu'on a par exemple avec le bon vieux Nagios ou Prometheus, etc.
On va avoir des événements aussi, des événements qui se passent, le serveur est parti, le serveur est revenu, quelqu'un s'est connecté, on va avoir des événements qui se passent, boum, on va essayer de les récupérer. Toutes les applications, quand elles tournent, elles ont des logs. Du coup, on va envoyer les logs quelque part, les centraliser. Mais également des traces. Les traces, c'est là l'intéressant justement de l'observabilité, quoi. Voilà. On y revient après sur quoi, c'est quoi les traces, ne vous inquiétez pas. Et l'idée, c'est de centraliser tout ça pour pouvoir en faire le corrélation. Et suite à cette corrélation, on va en voir en sortie, si vous voulez, des aperçus de ce qui se passe, comprendre les choses, voire même aller vers l'intuition. C'est-à-dire qu'on peut avoir après des machines un peu qui vont apprendre de ces données pour pouvoir avoir des insights, des aperçus, pouvoir prévenir le futur. Hein, prévenir, non, faire la prévision, pardon. Faire la prévision du futur. Voilà. Alors, observer la performance business. L'idée, c'est qu'on veut vraiment comprendre ce que fait l'utilisateur. Parce que les SLO, les objectifs de niveau de service, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience client. Du coup, il est primordial que le monitoring commence du point de vue de l'utilisateur. C'est-à-dire que s'il se connecte sur son téléphone, il lance une requête, voilà, ça envoie des choses quelque part, il se passe des choses, puis c'est le moment où il y a eu la réponse d'afficher. Mais en gros, c'est le temps de réponse qu'il y a sur son téléphone qui est important, ce qu'il vit sur son, alors soit téléphone portable ou serveur web, c'est ce qu'il lui ressent, ce qu'il voit, ce qu'il est à son écran, quoi. Du coup, le monitoring commence là. Mais du coup, souvent les gens monitorent quoi? Un serveur. Et on s'en fout, la disponibilité, la rapidité d'un serveur. Ce qu'il faut, c'est la rapidité sur mon écran pour moi. C'est ce qu'il veut l'utilisateur. Du coup, l'observabilité va commencer du point de vue de l'utilisateur, en fait. C'est-à-dire que on va inclure, et là c'est ça qui est toujours pas évident pour certains développeurs, c'est-à-dire que l'observabilité va commencer sur les applications. Dès que vous appuyez sur un bouton, vous allez envoyer des logs. Ah, bah, c'est vos logs en fait. Puis également une trace. C'est-à-dire que derrière, on va parler de trace. La trace, c'est moi, j'ai fait une requête ici, je suis la requête pair qui s'appelle P1. Boum. La requête P1 va faire appel ici, par exemple, au serveur web 1. Du coup, le serveur web 1, il saura derrière, parce que quand on a envoyé une trace, on sait que son père, c'est le P1. Ah, mon père, c'est le P1. OK. Puis quand lui va faire appel, par exemple, à ce web service 1, bah, il sait que son père, c'est le S1, qui fait partie de la requête P1. Du coup, on sait que la requête qui a été envoyée au web service provient de S1 et le père de la requête est P1. Du coup, on arrive à tracer, si vous voulez, toutes les requêtes qui se passent entre les différentes couches, qui soient business, applicative, infrastructure. Pareil, au niveau infra, tout ça est tracé, on sait où est passé tous ces différents éléments, si vous voulez. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire ces différentes corrélations. On va revenir un petit peu après sur les traces. Mais vite fait, la corrélation est faite comme ça. C'est comme si des petits cailloux qu'on mettait sur votre chemin, ça permet de revenir aussi en arrière et savoir qui était en amont et qui on appelle en aval et comment c'était fait. Voilà. Du coup, le but, comme je vous dis, de SRE, c'est vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur. Du coup, on veut observer ce qui se passe pour un utilisateur, ses temps de réponse, ses objectifs de niveau de service, quoi, là-dessus. Bon. Et on va pouvoir faire la corrélation entre business, applicatif et infrastructure. Voilà. Différents niveaux de maturité. Monitoring niveau 1. Souvent, c'est ce qu'on fait, c'est on a des événements et des mesures, on est en mode réactif, puis on a des alertes et des notifications. Ça, c'est ce qu'on a avec du bon vieux Nagios à l'ancienne. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là. Voilà. Alerte, 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 ça ne marche plus. C'est ça qu'on va faire. Voilà. Bon. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, etc. Du coup, on peut avoir le niveau supérieur un peu de l'observabilité, où là, on va rajouter, justement, aux mesures, aux événements, on va rajouter des logs et des traces, si vous voulez, qui va nous permettre d'avoir une vue plus globale des choses. Lui est connecté à celui-là, lui est connecté à celui-là, d'avoir certaines corrélations, si vous voulez. Et en même temps, d'avoir des tableaux de bord, et des tableaux de bord qui seront orientés un peu plus métier, si vous voulez. On pourra aussi avoir un tableau de bord qui dit, tiens, moi je moniteur cette appli, c'est le métier-là qui le demande, c'est celui-là. On pourra comprendre ce qui se passe un peu en aval et en amont. On pourra aussi, quand il y a un incident, grâce aux corrélations, aux traces, remonter dans l'historique pour voir ce qui s'est passé. On pourra avoir les gens qui sont Sherlock Holmes et retrouver un peu ce qui se passe en arrière.
Bon, ça, c'est pas mal et tout, c'est nickel. Après, il y a le niveau supérieur, où on a des outils qui vont nous remonter cette topologie. C'est-à-dire, en gros, certains outils peuvent reconstruire l'infrastructure ou, d'une certaine manière, l'architecture qu'il y a derrière votre appli. Je vous montrerai un petit screenshot tout à l'heure de certains de ces outils. Voilà. Et du coup, eux-mêmes font également la corrélation directement entre l'incident. Ils vont remonter dans le temps pour vous, pour retrouver, tiens, j'ai eu un incident, il y a de grandes chances que ce soit lié à cet événement ou à ce changement qui a été fait. Par exemple, vous faites un changement d'un microservice qui fait des changements de base de données, mais vous avez oublié des index qui vont générer des incidents plus tard. Et bien, d'une certaine manière, on verra avec l'exemple tout à l'heure que on a l'incident, mais il saura vous dire, tiens, c'est peut-être lié à cette mise à jour du microservice qui a été faite. Bon. Ça vous fait gagner du temps sur l'analyse de la cause d'origine. Du coup, ça vous permet de rétablir justement le service à la normale plus rapidement. Du coup, de respecter plus facilement vos SLO et de réduire le coût des incidents. Et ça vous permet de comprendre un peu ce qui se passe plutôt que ça soit la war room, ça soit la guerre un peu partout, savoir ce qui se passe, etc. Tac. Après, on va voir que grâce à toutes ces données qui sont de plus en plus justes, on va pouvoir les améliorer pour justement leur faire apprendre à des modèles de machine learning. L'IOPS, c'est quoi? C'est du big data plus, si vous voulez, des processus d'apprentissage machine learning. Mais nous, ce qu'on veut, c'est alimenter votre système, si vous voulez, avec des données justes qui vous permettent d'avoir des bons aperçus de ce qui se passe dans le système d'information pour pouvoir faciliter son exploitation et surtout aussi voir tous ceux qui ont un mauvais impact sur le métier et de pouvoir améliorer l'expérience business. L'IA va vous permettre d'obtenir plein de choses comme ça, faire des prévisions, etc., etc. Il y a beaucoup de cas d'utilisation très intéressants. On ne pourra pas en parler juste sur cette session. Voilà. Alors maintenant, comment on fait pour y arriver? Eh bien, on peut avoir pour le monitoring des agents déployés sur différentes machines, par exemple ici. Du coup, on a l'agent qui va mesurer ce qui se passe sur cette machine, comme le CPU, l'utilisation de la queues, des entrées-sorties, etc. Des métriques un peu standards pour les opérationnels. Mais également, en fait, les applications vont avoir des librairies. Des librairies qui vont pouvoir externaliser plus facilement ce qui se passe chez eux et gérer les traces derrière. Voilà. Du coup, on va pouvoir avoir une connaissance de ce qui se passe à l'intérieur des applications. Il y en a qui appellent ça ODD, Observability Driven Development. C'est-à-dire qu'on va se baser, c'est l'heure du DD un peu partout, le BDD, le TDD, le ATDD. Il y a beaucoup de DD dans beaucoup de méthodologies du développement, si vous voulez. Et bien là, pareil, on va faire du développement basé sur l'observabilité, en fait. Et les développeurs, ça peut les aider fortement à comprendre comment c'est foutu leur système et comment ils interagissent les uns avec les autres. Et on verra que même, ça peut aider les gens à mieux tester les choses. On verra après 2-3 exemples, si vous voulez. Mais en gros, comment on fait de l'observabilité via des agents? Par exemple, Dynatrace a des agents qui sait vous installer un peu partout, puis il va pouvoir tracer toutes les requêtes qui sont faites et puis comment elles sont envoyées d'un système à l'autre. Il y a des agents partout, puis ils arrivent à corréler ça. Mais même cet agent Dynatrace ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'application. Seul le développeur le peut. Du coup, ça sera au moment au développeur d'externaliser tout ça en incluant des librairies qui vont externaliser ça via des logs et des traces. Voilà. La technologie utilisée pour mettre ça dans le code, ça s'appelle OpenTelemetry. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, en fait. OpenTelemetry, imaginons que vous avez des choses dans une application, vous pouvez utiliser soit des instances API, SDK, si vous voulez, et derrière, il y a des collecteurs qui vont collecter les données pour les envoyer vers des bases de données, faire des filtrages, etc. OpenTelemetry permet d'avoir des notions de traces. Alors, imaginons qu'on a des notions de traces et de span. Par exemple, moi, en tant que trace, ici, moi, j'ai un microservice, je reçois une requête ici, là, elle est terminée. Tout ça, ça sera une trace de bout en bout. À l'intérieur de cette trace, je vais faire une action, un span. Bon. Je vais faire appel, ou je vais dire cette action-là, je vais vérifier lors d'une commande, est-ce que les stocks sont là? Bon. Les stocks sont là, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je vais commencer un peu de traitement. Hop, et ici, je vais faire appel à un autre span, je vais faire appel au microservice. Tiens, est-ce que toi, tu as, par exemple, suffisamment de stock? Il va me répondre oui.
Boum. Du coup, on va créer différentes spans en expliquant toutes les différentes sous-couches qu'il y a derrière. En gros, OpenTelemetry permet d'avoir quelque chose pour gérer automatiquement le transfert de contexte d'une application à une autre. Tu reçois une requête, boum, tu sais, moi, mon père, c'est lui, tac, moi, je vais appeler lui, je fais telle action, et c'est cette OpenTelemetry qui va transmettre automatiquement, on va dire, le contexte d'une appli vers une autre, d'une appli vers une autre, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ça pourrait être même transparent pour les développeurs à peu de choses près. Voilà. Du coup, ça, c'est la technologie OpenTelemetry qui permet de faire ça. Voilà. C'est assez récent et c'est le, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le consortium qui a fait également Kubernetes, qui a également centralisé OpenTelemetry, parce qu'avant, il y avait plein de différents technos, ils essayent d'avoir quelque chose de centralisé. C'est assez récent, OpenTelemetry. Alors, on veut, comment on va faire? On va utiliser cette fameuse télémétrie avec les fameuses mesures événements, des logs et des traces. Alors, dans les mesures, on peut avoir différents types de mesures. Par exemple, on a les Golden Signals de Google. On va mesurer le nombre d'erreurs. On va avoir monitorer les erreurs. Est-ce que les serveurs sont saturés ou pas? La latence, le trafic. Après, il y a d'autres manières de pouvoir avoir de différents types de mesures, comme des taux d'erreur, des taux d'utilisation, des erreurs, des durées là-dessus, des utilisations, des saturations des erreurs. Bon, c'est différents types de mesures qu'on peut avoir. En général, ces mesures vont nous aider à vérifier certains SLO, non? Les SLO peuvent être quoi? La dispo, temps de réponse, les erreurs, enfin le taux d'erreur, le débit, la latence, le nombre de transactions en succès, etc. Des choses comme ça qu'on peut mesurer. Des logs, des traces et tout aussi. Voilà. Alors, comme on vous disait, on a plusieurs applications qui ont des données. Par exemple, les agents vont remonter des infos, les applications vont remonter des infos. On va avoir des systèmes qui vont envoyer, traiter ces données, les normaliser, les filtrer, enlever ce qui est inutile, voire rajouter des choses quand il y en a besoin, etc. Tac. Ensuite, on va stocker ça quelque part, les indexer, pour avoir un rendu visuel. Bon. On peut avoir également autre chose que le rendu visuel, si vous voulez. On peut avoir ce système dit de notification ou de gestion des alertes. Par exemple, envoyer des alertes pour faire déplacer des gens d'astreinte. Par exemple, avec un pager duty, etc. On pourrait dire, tiens, tu te démerdes, toi, c'est ton astreinte, tu y vas, c'est à toi. Voilà. Mais on a en général des applis qui vont générer des logs, des traces, qui vont pouvoir, eux, les envoyer quelque part. Un processus qui va collecter tout ça, synthétiser, traiter, modifier, améliorer, filtrer les données, les envoyer à un endroit de stockage pour un rendu visuel. Petits exemples. Au niveau des logs, on pourrait avoir par exemple un log stash connecté à un Elasticsearch avec un Kibana derrière. On a ce fameux ELK. Bon, maintenant c'est Elasticsearch, manière globale, mais on peut avoir ce type d'organisation si vous voulez. Voici une autre manière de faire. On peut avoir Prometheus qui, lui, permet de gérer les envois et le traitement de ces logs, le filtrage, mais également le stockage. Et on pourrait avoir derrière Grafana pour avoir un rendu visuel. Ça, c'est une autre solution, par exemple, technique, si vous voulez. Regardons une autre manière de faire aussi. On pourrait avoir la gestion des traces qui sont envoyées dessus, alors soit via OpenTelemetry qui gère ça aussi, soit vous avez d'autres process qui permettent de gérer ça. Mais avoir une appli qui va regarder un peu ce que sont ces traces, vous allez voir. Bon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jagger ici, mais voici en gros ce que ça peut faire. Ouf, désolé, il n'y a pas le. Enfin, l'image, elle n'est pas géniale. Bon, mais ça permet de voir quand même les choses. Ici, on a un front-end qui reçoit une requête. Puis derrière, avant de faire les choses, on va avoir ici, par exemple, première requête, tac, front-end, on fait ça. Attendez, hop, tac. Dans le front-end, on va voir cette grosse requête. Première requête, on fait un checkout. Boum. Une fois qu'on a fait le checkout, il y a une deuxième partie de checkout, une autre, il s'est peut-être passé des erreurs là-dessus, mais on voit qu'il y a un processus checkout qui se passe, on met dans le panier, on gère le product backlog, etc. Puis ça permet de voir, en gros, on passe d'une appli vers un autre web service, vers un autre web service, et ça permet d'enlever le détail et de voir le temps de réponse de chacun des requêtes qui se sont passées en dessous. Du coup, quand vous avez un problème de performance ici, imaginons que celui-là, par exemple, celui-là, il est en erreur, ou il est trop lent, par exemple, imaginons il finit en ça, éventuellement, ça vous permettrait de retrouver dans toutes ces traces, quel est
comment dire, le composant de tout ce système complexe qui a été trop lent à répondre ou qui a mal répondu, qui a eu une erreur. Et quand il y a une erreur, ben, on détecte qu'il y a eu cette erreur, mais on sait aussi quel était l'impact parce qu'on s'est remonté. Ah, c'est le processus d'achat. Ah, ça c'est grave. Ah, ça c'est le processus où les gens font du SAV. Tu dis SAV, c'est moins grave. Bon, c'est pas vrai, mais c'est. Voilà. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir connaître un peu mieux l'impact, la priorité que peuvent avoir certains incidents d'une certaine manière. Ça va? Voilà. Et de pouvoir retrouver la cause d'origine. Et quand on conçoit, bon, on sait d'où ça vient. Mais ce type de trace, ça peut aider les développeurs pour débugger des choses d'une certaine manière dans un environnement de test. Ça peut aider des testeurs à voir ce qui se passe derrière pour savoir où on pourrait avoir des impacts. Là, il faudrait tester un peu plus, un peu moins, etc. Du coup, on peut aider à ça et ça peut aider fortement les testeurs sur les tests de performance aussi, par exemple, hein, etc. Voir lesquels sont lents, rapides ou pas, etc. Du coup, ces traces là-dessus, c'est quand même quelque chose qui est génial. Avant, on galérait, on pensait que ça allait devenir impossible. Ben, comme c'était impossible, ils l'ont fait et maintenant, ça existe. Et maintenant que ça existe, vous allez pouvoir justement monitorer ce qui se passe de bout en bout. Depuis le métier jusqu'à l'infra, en passant par toutes les couches, quoi. Ça, c'est ce qu'on veut avoir. Du coup, comme on passe par toutes les couches, on peut ressortir facilement justement la topologie du service. Tiens, j'ai un front-end, voilà, qui se connecte parfois là, puis ce truc-là, il se connecte là, celui-là, il se connecte là, etc. Et ça permet d'aller comme ça jusqu'à les différentes couches. Et du coup, ça sort ce type de choses de manière automatique. Mais pour que ça sorte ça de manière automatique, ça nécessite que ça soit inclus, cette observabilité soit pensée dès la conception et dès l'architecture. Du coup, on a cette notion de collaboration entre les profils opérationnels, et SRE ou autres là-dessus, avec les développeurs, et qui soient impliqués dès la conception, d'une certaine manière. Et regardez un peu cette notion. Si on veut voir des rapports ici corrects, si on veut voir ce qu'il faut, eh ben, s'il y a un truc qui ne va pas là au niveau des données, on modifie les applications, on retraite et on regère. Du coup, on va avoir cette notion cyclique d'itération. On va améliorer continuellement les données jusqu'au moment où on a ce qu'il faut, quoi. Du coup, on va voir un peu comme dans DevOps, hein, comme du DataOps, améliorer la qualité des données, enrichir les données, parce que derrière OpenTelemetry, on peut rajouter des tags, des données, tout ce que vous voulez en fait, qui vont vous permettre de pouvoir observer ce qui se passe réellement en production avec les tableaux de bord que vous voulez, suivant les tags que vous avez envie de voir en fait. D'où quand même des choses quand même très intéressantes et ça permettra d'avoir des suivis en temps réel. Et éventuellement la déclaration d'une topologie suivant ce qu'on a envie de y voir aussi. Regardez encore une autre solution qu'on peut avoir avec ça, c'est le Time Travel Topology. Imaginons ici, alerte, le système ne marche plus. Boum. On s'est aperçu que, la base de données, il y a des timeouts, la base de données est cassée. Boum. Du coup, l'idée, c'est de retrouver vous-même, tiens, la base de données est cassée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de plus en plus de serveurs qui se sont scalés, ouais, bon. Puis là, on avait des latences, etc. Du coup, parfois, c'est très difficile de remonter en arrière. Mais d'une certaine manière, l'observabilité va faire cette corrélation pour vous. Il s'est dit, tiens, ici, il y a cette erreur, puis il va dire, il y a eu ça avant, il y a eu ça avant, il y a ça avant, ça avant. Il se dit, tiens, OK, on a eu des changements sur des applications ici, peut-être qu'ils n'ont pas mis à jour les index de la base de données, si vous voulez, qui ont amené des lenteurs lors de certaines recherches. Comme s'il y avait des lenteurs sur certaines recherches, les gens faisaient les requêtes, ils commençaient à avoir certaines latences. Certaines latences, les réponses plus lentes, si vous voulez, et on commence à avoir des files d'attente qui augmentent. Les files d'attente qui augmentent, et où latence, à un moment, il y en a qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? On va créer des nouveaux serveurs pour justement faire que ça aille plus vite. Mais du coup, comme c'est juste la base de données qui était plus lente, on crée 1, 2, 3, 4, 5, 6 instances, mais les réponses sont toujours plus lentes, et ça ne répond pas plus vite. Voilà, et plus il y en a en parallèle, moins ça aide. Tac. Et qu'est-ce qui se passe à un moment? On a trop de connexions à la base de données, c'est mort, la base de données est morte, il y a trop de connexions dessus, incident. Si vous faites cette démarche de retour en arrière vous-même, ça va être galère. Le Time Travel Topology, si vous avez des données correctes avec des bonnes traces, il saura vous dire, tiens, cet incident-là a été généré par ce changement fait à tel moment. C'est quand même des choses qui sont géniales, non? Enfin, je sais pas. Bon. Alors, voici vite fait ce que c'est l'observabilité.
c'est en gros comment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre système, de bout en bout, de pouvoir monitorer tout ce qui se passe pour le client, le business, pour pouvoir mieux prioriser les choses et vérifier que quand il y a un impact sur l'infra ou l'appli, est-ce que ça a un impact pour l'utilisateur ou pas. Et éventuellement, peut-être d'avoir moins de gens qui se déplacent sur des fausses astreintes le week-end parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, etc., etc. Encore plein d'avantages. J'espère que ça a pu déjà au moins mettre une petite vision globale sur ce qu'est l'observabilité. Et maintenant, posez vos questions et je vous réponds. Alors là, vous pouvez y aller directement. Si vous avez des questions par chat, conversation, vous pouvez parler. Allez-y. Pas de remarques? Est-ce que c'était clair au moins? Est-ce que tu peux faire au moins un plus, un moins, réaction, comme ça, juste ça. Par exemple, voilà. Merci Gilbert. Voilà. Ok, voilà. Tac. Oui, c'était très clair, hein, merci. Voilà. Merci, merci. Voilà. Tac. Voilà. Merci Guillaume. Voilà. J'espère que ça va t'aider dans ton contexte, Guillaume. Tu m'avais expliqué déjà pas mal de fois. Voilà. Alors, je ne sais pas si dans ton contexte, ils sont dans cette observation. Si, on est en train de justement mettre en place l'Observe, et du coup, même si on avait des notions pour les uns les autres, voilà, ça permet de remettre une couche, et puis du coup, ça nous permet d'avoir aussi un couple de possibilités, notamment avec Jagger, Prometheus aussi, ça qu'on n'y avait pas forcément pensé. Donc du coup, ça c'est bien, ça nous permet d'avoir une vision encore plus large et pouvoir réfléchir tranquillement là-dessus. Alors après, Guillaume, il y a pas, ou les autres aussi, voilà. Il y a encore plein d'autres cas d'utilisation possibles en fait. La seule limite que vous avez, c'est votre imagination vraiment. Bah, c'est ça. Du coup, dès que vous avez un problème, dites, s'il n'y a pas moyen de le rendre visible, quand tu vois quelque chose, tu peux le réparer. Quand tu ne le vois pas, tu ne peux pas. Mais du coup, ça doit être by design ou dès la conception, l'architecture. Mais si on y pense, ça va nous faciliter la vie. Et nous, ce qu'on veut via DevOps ou même, allez, on va sortir le gros mot utile, l'amélioration continue, c'est de pouvoir se dire, on ne le fait pas aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Voilà. Du coup, c'est des choses comme ça qui va pouvoir t'aider, par exemple, etc., et d'améliorer encore et encore les choses. Tableau de bord. Voilà, voilà. Bon, eh bien, j'espère qu'au moins il y a eu un bon apprentissage, au moins une compréhension de ce que c'est l'observabilité. C'est pas que de la supervision, mais ça permet d'aller un petit peu plus loin, de le rendre vraiment, vraiment plus moderne, et ça permet d'aller vers des logiques d'IOPS, voilà. Et en même temps, je n'ai pas parlé ici, mais le chaos engineering, dans le comment on fait, on peut améliorer également dans l'ingénierie du chaos, ça peut nous aider fortement à améliorer la stabilité, fiabilité. Et comme on a des choses observables, on peut comprendre un peu mieux, auto-réparer. Du coup, on peut casser volontairement les choses pour vérifier le calcul du MTTD, le temps moyen pour détecter, voire même de tester dans un environnement serein. On ne va pas faire exprès au début de péter la prod direct, mais d'introduire des erreurs pour voir si ça se répare de manière automatique, en fait. Voilà. On va tester ça aussi. Et voilà. Du coup, il y a plein de pratiques comme ça qui peuvent être extrêmement intéressantes. Et vraiment, le but, c'est de simplifier la vie des opérationnels et en même temps d'améliorer l'expérience utilisateur. Pour être dur, deux points de vue, parce que bon, opérationnel, si vous ne mettez pas en place cette observabilité, vous galérez. Vous mettez plein de temps pour réparer les choses, beaucoup de tâches chiantes, pénibles, répétitives, le fameux toil là-dessus. C'est très dur de respecter les SLA. S'il y a des SDM, des Service Delivery Managers ici, ils doivent s'en prendre plein la tête souvent. L'idée, c'est avant de s'en prendre plein la tête, on va exiger qu'on rend les choses visibles pour pouvoir les exploiter, non? Par exemple. Etc., etc. Bon, t'es encore SDM, Guillaume, ou pas? Toujours. Pour ça. Voilà, c'est ce qui me semblait. Voilà. Ouais. Bon, si vous n'avez pas de questions, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et on va continuer. Alors, je pense pas au mois d'août, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, mais si vous voulez, n'hésitez pas à me poser des questions a posteriori. Je vous donne mon email au cas où. Voilà. Et on va reprendre au mois de septembre, je pense, avec un autre sujet.
Bon, on n'a pas eu de proposition, mais on verra. Ce sera peut-être IOPS ou ingénierie du chaos ou peut-être autre chose, hein, je sais qu'aussi il y a des sujets qui sont très importants côté Gentle, hein, il y a peut-être Mhm. aussi Serge qui pourrait faire du FinOps, hein. Je sais que c'est un fervent admirateur du FinOps. C'est un truc, un buzzword qu'on a aussi en ce moment. Du coup, peut-être aussi, hein, je ne sais pas s'il se sent ça. Non, bah, en tout cas, Vincent, merci beaucoup hein, pour la présentation. Merci à tous de vous être rendus dispo là, pour pouvoir venir assister. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ouais, comme tu le disais, on va regarder un petit peu ce qu'on peut proposer au mois de septembre. Et puis, on fera pareil, les coms sur LinkedIn et puis une inscription sur le Meetup sur un sujet ouais, qui viendrait compléter la vision qu'on vous a proposée sur le SRE et puis l'observabilité. En attendant, bah, bonnes vacances à tous, hein, parce que je pense que c'est la période qui s'y prête et puis, et puis dans un avenir plus proche, bon appétit.